Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 5 mai 2022. On commence tout de suite avec ce compte rendu. Le ministère de la Planification et du Développement économique a publié un plan comprenant les progrès réalisés dans les projets de transformation numérique jusqu'en mars 2022. Le ministre de la Planification, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a affirmé que la création de l'infrastructure de données spatiales constitue un outil important pour élaborer les stratégies de développement durable. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Dans son rapport publié comprenant les projets réalisés dans les projets de transformation numérique, la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a affirmé que la création de l'infrastructure de données spatiales constitue un outil important pour élaborer les stratégies du développement durable, ce qui contribue à adopter des décisions basées sur des données précises et à suivre efficacement leur mise en œuvre. Le ministère a adopté le développement du système de planification égyptien et la mise en place d'un projet national global d'intégration de la structure d'information spatiale du système de planification dans le but d'accroître l'efficacité de la décision de développement des investissements ainsi que de développer l'infrastructure de l'information pour les différents secteurs de l'État et les services gouvernementaux en développement. La ministre a souligné que le nombre total de centres technologiques développés dans les quartiers et les villes s'élevait à 376 centres jusqu'en mars 2022, fournissant 289 services au niveau des gouvernorats de la République, et le nombre total de centres technologiques développés dans les nouvelles villes urbaines a atteint 22 centres jusqu'en mars 2022, fournissant 144 services. Et à présent, mesdames et messieurs, pour plus d'explications sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment voyez-vous l'importance de ce grand projet de transformation numérique du gouvernement égyptien et son effet sur l'économie égyptienne? Premièrement, il faut souligner que le ministère de Planification travaille très, disons, scientifiquement. C'est-à-dire un programme bien étudié et un développement très bien exécuté. L'idée, c'est de transférer tous les services gouvernementaux chez des citoyens égyptiens. Donc, on établit des centres, on établit des agences partout dans le pays pour que le citoyen égyptien jouisse de tous disons, les services du gouvernement où il est, pour développer les communautés partout dans l'Égypte et pour empêcher un peu l'immigration et le mouvement des villages et des petites villes aux grandes villes et aux capitales, etc. Ça, c'est en premier lieu. Second lieu, la transformation pour le numérique, ça, c'est l'avenir. Et si jamais on veut se développer, c'est impératif d'aller vers le numérique. Et c'est justement ce que nous faisons maintenant, et tous les services maintenant sont en train d'être disponibles à tous les Égyptiens où ils vivent. Et ça, c'est très, très, très important. Parfait. Son effet sur l'économie égyptienne, alors? Absolument. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas besoin de bouger d'un endroit à l'autre, si vous pouvez faire tous vos services où vous êtes, ça va économiser beaucoup de coûts de transport, on va éviter la concentration
des habitants dans les grandes villes. Oui. Ça va distribuer, disons, les ressources partout en Égypte, et ça vise directement vers le mieux de l'économie. Et je pense, si je ne me trompe pas également, que ça va réduire le temps des services, le temps requis pour les services. Tout à fait, tout à fait. Et ça se reflète dans beaucoup plus de production, etc., etc. Et comme je dis, ça verse directement dans le bien de l'économie. Parfait, Dr Raouf Ghafaroun Touna, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah Sisi a accompli lundi la prière de Eid al-Fitr à la mosquée du maréchal Hussein Tantawi, au milieu des fils des martyrs des forces armées et de la police égyptienne. Le chef de l'État a rencontré les fils des martyrs après la prière et il a envoyé des cadeaux aux familles des policiers martyrs à l'occasion de Eid al-Fitr. Et les expatriés se préparent à voter, donnant le coup d'envoi aux élections au Liban. Le vote des expatriés libanais demain vendredi inaugurera la première phase des élections législatives de ce mois. Les expatriés voteront dans 59 pays, mais seulement 10 nations commenceront la première phase du vote vendredi. Les expatriés libanais qui comprennent dans des pays tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, la Syrie et l'Irak sont en week-end le vendredi. La deuxième phase du scrutin aura lieu le 8 mai dans les pays au week-end dominical. Les élections au Liban auront lieu le 15 mai. Les candidats s'affronteront dans 15 circonscriptions dans tous les gouvernorats et districts afin de sélectionner de nouveaux représentants pour 128 sièges parlementaires. Le mandat du Parlement actuel, élu il y a déjà 4 ans, prendra fin le 21 mai. Le code de conduite pour les candidats et les médias entre en vigueur 24 heures avant le vote. Tous les moyens d'incitation, d'intimidation et de polarisation sectaire ont été utilisés par les partis au pouvoir pour assurer leur retour au Parlement, déjouant les tentatives incessantes de l'opposition pour inverser la tendance. Le candidat Hassan Rad est battu lors d'un rassemblement religieux à Baalbek. Le mouvement Amal et le Hezbollah ont déjà poussé certaines familles à désavouer des candidats participant à des listes concurrentes. Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, a décrit le vote comme la bataille politique la plus importante au Liban. En mars, il déclarait « Il est important que tous les députés du Hezbollah gagnent et nous devons travailler pour obtenir la majorité. » Fin de citation. Et l'ONU exige la libération immédiate de 2 de ses employés par les Houthis. L'UNESCO et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont appelé hier les Houthis à libérer 2 de leurs employés. Je cite, « Alors que les familles au Yémen se réunissent cette année pour fêter le Eid al-Fitr, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, demandent la libération immédiate de 2 des membres de leur équipe qui sont détenus à Sanaa, au Yémen, depuis le début de novembre 2021. C'est ce qu'ont déclaré les 2 organisations dans un communiqué conjoint. Malgré les assurances répétées depuis novembre dernier des Houthis que les 2 membres de l'équipe seraient immédiatement libérés, leur lieu de détention reste inconnu, ajoute le communiqué. L'UNESCO et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont déclaré qu'ils étaient tous 2 profondément préoccupés par le bien-être des membres de leur équipe. Dans ce contexte, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et l'UNESCO exhortent les Houthis à assurer le bien-être de ces 2 personnes et à les libérer sans plus tarder. Fin de citation, c'est ce qu'a indiqué encore le communiqué. En vertu du droit international, le personnel de l'ONU bénéficie du privilège et d'immunité
qui sont essentielles au bon exercice de ses fonctions officielles. Fin de citation. Et sur le même terrain, la milice Houthi a commis 2158 transgressions contre des chefs religieux, des mosquées et d'autres lieux de culte au Yémen au cours des 4 premiers mois plutôt de cette année, selon le groupe de défense des droits humains Yemeni Network for Rights and Freedoms. Ce dernier a documenté la violence religieuse des Houthis dans 14 gouvernorats yéménites et notamment le meurtre d'imams et de prédicateurs, des coups et des blessures contre des croyants, l'enlèvement d'imams et de fidèles, ainsi que la torture et l'interdiction des prières du Tarawih pendant le mois de Ramadan. L'Organisation de défense des droits humains a également signalé que le groupe soutenu par l'Iran avait imposé aux prédicateurs les idéologies houthis et converti des mosquées en écoles pour la radicalisation sectaire des enfants. Rachad El-Alimi, qui a été nommé à la tête du conseil de direction présidentielle le 7 avril dernier, après que l'ancien président Abdrabbuh Mansour Hadi a transféré ses pouvoirs au conseil, avait appelé les Houthis à respecter la trêve négociée par l'ONU. Le cessez-le-feu de 2 mois, qui a commencé au début du Ramadan, a été violé à plusieurs reprises par les milices soutenues par l'Iran, en particulier à Marib, où elles ont utilisé la cessation des hostilités pour obtenir des avantages stratégiques dans la région. La trêve a été sérieusement compromise lorsque le premier vol commercial à partir de l'aéroport de Sanaa a été reporté, les Houthis ayant insisté pour ajouter des dizaines de passagers munis de passeports non officiels. Et le président tunisien Kais Saïd a annoncé l'instauration d'un dialogue national attendu depuis des mois, mais duquel seront exclus tous les partis politiques qu'il juge responsables de la crise politico-économique secouant le pays. Dans une allocution prononcée dimanche soir pour la fête musulmane d'Aïd al-Fitr, marquant la fin du Ramadan, M. Saïd a indiqué qu'une commission allait gérer le dialogue national, une mesure réclamée maintes fois par les pays du G7 et l'Union européenne depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021. 4 organisations y participeront. Il s'agit du Quartet qui a reçu en 2015 le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la transition démocratique en Tunisie. Depuis l'été 2021, le président Saïd, élu démocratiquement en fin 2019, s'est accaparé tous les pouvoirs et dirige le pays par décret. Il a dissous fin mars le Parlement dominé pendant 10 ans par des coalitions menées par le parti Ennahda. Ces dernières semaines, il a également changé la composition du Conseil supérieur de la magistrature qui régit le système judiciaire et celle de la haute autorité électorale ici. Dans une feuille de route censée sortir le pays de la crise politique, le président tunisien a prévu un référendum sur des amendements constitutionnels le 25 juillet avant des législatives le 17 décembre. Selon M. Saïd, le comité d'experts chargé de préparer une constitution pour une nouvelle république terminera prochainement ses travaux. Outre l'impasse politique, la Tunisie connaît une grave crise socio-économique et est en pourparlers avec le Fonds monétaire international, le FMI, dans l'espoir d'obtenir un nouveau prêt. Et un épais manteau de poussière orange a flotté dimanche sur la capitale irakienne, frappée par une énième tempête de sable ayant entraîné la fermeture temporaire des aéroports internationaux de Bagdad et de Najaf dans un pays où ces phénomènes climatiques ne font qu'empirer. La même poussière orange enveloppe des régions du sud du pays semi-désertiques, notamment dans la province de Nasriya, des services météorologiques pronostiquant une poursuite de la tempête jusqu'à lundi. Citant une visibilité inférieure à 500 mètres, l'aéroport international de Bagdad a annoncé l'interruption du trafic aérien.
En avril, au moins 5 tempêtes de poussière ont frappé l'Irak, obligeant parfois les aéroports de Bagdad et de Najaf à suspendre brièvement les vols et entraînant des hospitalisations pour problèmes respiratoires. L'Irak est un des 5 pays du monde les plus vulnérables au changement climatique et à la désertification. Durant les 2 prochaines décennies, l'Irak devrait connaître 272 jours de poussière. C'est ce qu'a assuré un haut responsable du ministère de l'Environnement, Aïssa Al-Fayad. Parmi les mesures nécessaires pour lutter contre les tempêtes de sable et de poussière, le ministère a cité l'augmentation de la couverture végétale et la création de forêts qui font office de brise-vent avec les arbres appropriés. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Moyen-Orient, d'Autour du monde, version Moyen-Orient. Nous vous remercions pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.